Si vous appréciez les histoires qui se finissent bien, vous devriez vous abstenir de regarder la suite de celle-ci. Dans cette histoire, non seulement ça finit mal, mais le début n'est pas plus joyeux. Et le milieu ne vous fera pas sourire non plus. Mon nom est Mathieu Belleuil-Prévost, et c'est moi qui ai le devoir de critiquer les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Mais bien sûr, il va sans dire que personne n'est obligé de continuer. Et je serais trop de vous conseiller à l'ensemble des spectateurs de regarder une vidéo plus réjouissante. J'imagine que si vous êtes encore là, c'est que vous voulez m'entendre critiquer la série Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Série qui est exclusive à Netflix, qui est basée sur une série de 13 romans de Lemony Snicket, pseudonyme de l'auteur anglais Daniel Handler. Qui est spécialisé dans les romans jeunesse. Mais d'abord, avant de parler de cette série-là, je vais mettre en contexte d'où la série est venue. D'abord, on a eu le droit à un film en 2004 fait par Brad Silberling et qui met en vedette Jim Carrey dans le rôle titre du conte Olaf. Et le film reprenait grosso modo les 3 premiers livres de l'œuvre de Lemony Snicket et permettait de faire quelques petites modifications à travers l'histoire pour en faire un film qui se tient en moins de 2 heures. Il y avait quand même d'autres acteurs très connus dans le casting. Il y avait Mary Streep dans le rôle de la tante Agrippine. On avait Billy Connolly dans le rôle de l'oncle Monty. Et Jude Law dans le rôle de Lemony Snicket. Par contre, le film n'a pas eu le droit de suite. Le projet a été repoussé à plusieurs reprises à partir de 2004, à peu près jusqu'en 2008, où c'est là que le projet a été annulé, dû au fait qu'il y avait trop de délais de la production, et aussi que l'âge des acteurs avait vieilli, car c'est autour des histoires d'orphelins, donc des jeunes enfants, et à partir de cet âge, là, ça ne cadrait plus dans l'histoire. Donc, ils ont dû mettre le projet sur la glace, et c'est finalement Netflix qui en 2014 a commencé à s'intéresser au projet. Et c'est finalement le 13 janvier 2017 que la saison 1 des aventures des orphelins Baudelaire est sortie. Et qui reprenait pour la saison 1 grosso modo ce que le film avait fait. Ce qui veut dire les 3 premiers livres, mais ajoutait aussi les 4e livre pour acheter un peu plus de contenu. Pour voir un peu plus ce qui est la suite, car ça faisait plus de 13 ans qu'on attendait de voir la suite des aventures, parce que j'étais un de ceux qui attendaient depuis très longtemps la suite de ces aventures-là au grand écran, car le film de 2004 avec Jim Carrey m'avait grandement impressionné, m'avait grandement marqué. Jim Carrey est toujours excellent dans ce qu'il fait généralement, et il était très bon dans ce film-là. Je me rappelle à l'époque quand je l'avais vu, j'avais trouvé l'ambiance vraiment particulière, elle m'avait troublé. C'était un mélange de sombre avec de l'humour. Les décors sont souvent sales, gris, délabrés. Les personnages dans la série sont... les adultes sont tous un peu le même principe. Sont naïfs, sont dans leur monde à eux. Les enfants sont considérés comme pas importants. L'univers m'avait beaucoup interpellé à l'époque. Jim Carrey m'avait marqué. J'ai voulu voir la suite avec lui. Il a même accepté de faire les suites, ce qu'il ne fait pas généralement dans ses projets. Il aime juste se concentrer sur un personnage qu'une fois. Mais ici, il avait accepté de faire la suite. Et finalement, c'est tombé à l'eau. Et donc, on a le droit à une série, comme j'ai mentionné. C'est ce que je vous parle aujourd'hui. La série des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qui cette fois-ci ne met pas en, met pas en avant Jim Carrey évidemment, mais c'est Neil Patrick Harris, acteur quand même très connu maintenant de nos jours, qui est connu entre autres pour la série I Met Your Mother, entre autres, Mother, Comment j'ai rencontré ta mère en français je crois, et aussi il est très connu à Broadway car il fait beaucoup de comédies musicales. C'est un acteur de multiples talents, il chante très bien, j'ai entendu chanter à plusieurs reprises, il chante très bien, mais il fait aussi très bon comme acteur, autant sérieux que comique. Et ici, vraiment, il nous le prouve du début à la fin de la série. Que la série se déroule en 3 saisons, qui vient de se terminer le 1er janvier 2019. Je pense que c'est important de le préciser. Et donc, c'est vraiment lui qui est de l'avant, mais il y a quand même les autres acteurs sont quand même importants à nommer. On a Patrick Warburton, c'est lui qui reprend le personnage de Lemony Snicket, qui avait été joué dans le film original par Jude Law. On a aussi Malina Westman, qui est dans un de ses premiers rôles, dans le rôle de Violette Baudelaire, une des orphelines principales qu'on va suivre. On a Louis Im,
qui joue Klaus Baudelaire. On a entre autres Asif Mandvi, qui lui reprend le rôle de l'oncle Monty qu'on avait vu dans le film, qui était joué par Billy Connolly. Et on a Alfred Woodard, tu sais, je le prononce un peu mal, qui joue la tante Joséphine, qui était jouée dans le film par Meryl Streep. Et ça, c'est pour le casting principal et aussi pour ceux qui étaient repris du film. Car comme je disais, le film reprenait juste les 3 premiers livres. Et donc la série reprend l'entière histoire au complet à travers 3 saisons. Qui est découpée d'une façon assez intéressante. Chaque livre est découpé en 2 épisodes. Donc la première saison se déroule en 8 épisodes. 2 épisodes par livre, ce qui fait 4 livres, donc 8 épisodes. Et qui permet vraiment de bien détailler l'œuvre de l'auteur et de prendre le temps de vraiment de développer les personnages, de peaufiner l'univers. Et c'est vraiment très bien. Il y a juste la dernière saison qui va un peu en accélérant dans la mesure que je crois que c'est les 2 derniers épisodes. Non, je pense que c'est juste le dernier épisode couvre un livre à lui tout seul. Donc ils ont comme un peu accéléré les événements dans la dernière saison. Évidemment, il faut comprendre qu'à un moment donné, les acteurs ils vieillissent et il faut comme que le contenu soit cadré parce qu'on suit des orphelins qui sont mineurs. Donc les acteurs sont à la base mineurs et j'imagine, je pense que la plus âgée qui est Malina Westman est rendue majeure, je crois. Mais dans l'ensemble, c'est le but, c'est qu'ils ont tourné les 3 saisons back-à-back pour que ça reste cadré, pour que le projet marche cette fois-ci. Car ce qui était un des défauts du film à l'époque, c'est qu'ils ont attendu trop avant de faire la suite. Finalement, ils n'ont pas pu parce que les acteurs avaient trop vieilli, ce qui est dommage en soi. Mais là, ici, ils ont vraiment pas hésité, ils ont foncé, ils ont fait les 3 saisons back-à-back. Et vraiment, c'est très bon. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, je vais mettre en contexte l'histoire. Dans le fond, c'est l'histoire des orphelins Baudelaire, évidemment, qui, dans le fond, vont vivre une tragédie en début d'histoire, qui, dans le fond, suite à l'incendie de leur manoir et la mort de leurs parents, ils vont se retrouver orphelins. Et ça va être à monsieur Arthur Pau, qui est dans le fond le directeur de la banque que leur famille entrepose leur richesse, qui est en charge de, dans le fond, leur retrouver un tuteur pour s'occuper de eux. Et dès le premier épisode, dès le premier livre, ils vont se retrouver dans les griffes de l'oncle Olaf. L'oncle Olaf, le comte Olaf, excusez-moi, je sais pas pourquoi je dis oncle, mais c'est le comte Olaf, qui va se servir de toutes ses habilités pour obtenir la richesse de ces orphelins-là. Quand il est cupide, il veut juste atteindre ça, il va être ignoble, il va être méchant, il va être violent. Il va être astucieux parce que la force du comte Olaf, si je peux m'attarder sur ce personnage-là, c'est que continuellement à travers les épisodes et l'œuvre, il va se déguiser pour se cacher aux yeux du monde, mais les orphelins vont toujours le reconnaître, personne ne va les croire, et ça va souvent prendre un événement déclencheur assez énorme pour les croire, exemple la mort d'un personnage. Il va prendre vraiment des apparences variées, entre autres il va avoir l'apparence d'un capitaine de bateau, il va s'appeler Julio Cham, il va être un assistant de laboratoire Stefano, il va être Shirley, une réceptionniste, il va être l'entraîneur Ginzis, il va être Gunther aussi, entre autres, un commissaire-priseur, et etc., etc. Il va jouer plusieurs rôles à travers la série, et autant en anglais qu'en français, c'est bien respecté à travers le doublage. Chacun de ces personnages sont vraiment très différents, autant l'apparence physique que la démarche que la voix. La voix va être travaillée aussi, de sorte qu'on va avoir l'impression que c'est un autre personnage qui est devant nous, mais on n'est pas dupe, on le reconnaît quand même, parce qu'il est... Ça reste que le comte Olaf n'est pas un excellent acteur. Pourtant, les adultes se font bluffer, mais tous les enfants qu'on croise se font avoir pour la plupart du temps. Mais ça ajoute vraiment des scènes assez loufoques, assez drôles à travers la série, mais aussi très sombres. La série alterne entre le côté sombre et comique, mais il va pas cesser de nous répéter tout le long de la série que c'est pas une série joyeuse, que ça va pas finir bien, qu'on peut arrêter quand on veut, on n'est pas obligé de continuer. La preuve, le générique d'introduction qui est à chaque début d'épisode va répéter en boucle « Éteignez vos TV, éteignez vos TV ». Allez ailleurs, écoutez quelque chose d'autre, car ça reste sombre du début à la fin. Ça reste jeunesse, donc c'est pas gore, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence vraiment brute, mais ça reste quand même sombre dans son ensemble. C'est une bonne histoire et c'est très intriguant du début à la fin. Et outre le conte Olaf qui va vraiment être le passage central, si je peux dire, de l'histoire, dans la mesure que oui, on suit les orphelins, mais c'est à travers les manigances de ce personnage-là qui va tout faire à travers les épisodes pour atteindre la richesse des orphelins. Il va vraiment être astucieux. Outre ce personnage-là, on a aussi le personnage de
Lemony Snicket, qui est le narrateur, car à travers l'histoire, on va être narraté par ce personnage-là, que j'ai au début repris les grandes lignes qu'il mentionne dans le premier épisode de la série, où qui explique c'est quoi l'histoire et il recommande aux gens de ne pas l'écouter. Je l'ai repris en modifiant un peu à ma sauce en mettant entre autres mon nom, mais c'était l'introduction. Je trouvais ça assez frappant comme introduction pour une série ou une œuvre en tant que telle. Et donc le narrateur est particulier parce que du début à la fin, il va briser le quatrième mur, il va être conscient qu'on l'écoute parce qu'il va nous parler à nous, et même il va s'arrêter soit à travers des scènes, soit dans ses propres scènes, mais il va nous narrater des choses qui sont passées ou qui vont se passer, ou ses observations sur l'histoire, et aussi le fait qu'il va nous répéter continuellement que si on cherche une bonne histoire, pas une bonne histoire, une fin heureuse, quelque chose de joyeux, c'est pas ici qu'on va le trouver. Mais ça fait l'effet inverse et c'est bien trouvé, je trouve. Ça nous insiste à continuer continuellement dans l'histoire. L'acteur qui le fait est excellent. Je ne connaissais pas vraiment avant. Qui est marquant lui aussi. C'est Patrick Warburton que j'ai envie de voir plus amplement dans d'autres œuvres. Mais ici, du début à la fin, il reste sérieux, cadré dans son personnage et très marquant. Il est même tragique à certains moments. C'est plus que l'histoire avance, plus qu'on fait des liens avec ces personnages-là, puis l'histoire qui se déroule. Et même l'intrigue s'épaissit à travers la série, mais aussi à travers ce personnage-là qui est le narrateur. Parce qu'au début, on comprend pas trop les enjeux qui sont autour de la série. Parce que oui, c'est les personnages deviennent des orphelins, sont pourchassés par le comte Olaf, mais à travers ça, on découvre qu'il y a une organisation top secrète qui a un symbole qui ressemble un peu grossièrement à ça, qui est comme ça, si on veut, et qui a un impact important dans l'histoire, et que plus qu'on avance, plus qu'il y a d'éléments qui se raccordent à ce groupe-là, et ça devient de plus en plus intriguant, et surtout la fin de la saison 2, où que la fin, ça nous laisse quelque chose d'assez poignant, un twist assez brut, si je peux dire, et on a envie de tout de suite écouter la saison 3 pour le savoir, mais il fallait attendre un an pour le faire, ce qui est le cas maintenant. On peut écouter les 3 saisons d'un coup. Ce que j'invite à faire, si vous n'avez pas encore la chance de les écouter, parce que c'est vraiment très prenant. Et je vous avertis, je vais sûrement spoiler quelques éléments à travers ma critique, mais j'essaierai de pas tout évidemment spoiler. Mais donc c'est ça, le narrateur, ce qui est particulier, c'est ça qui brise le quatrième mur, mais il prend surtout de la valeur dans la 3e saison. C'est là qu'on comprend un peu plus son but recherché en voulant narrater cette histoire-là et pourquoi il le fait. Mais dans l'ensemble, j'adore les moments à chaque fois qui arrivent, parce qu'il arrive des fois des moments inusités. On a une scène d'action qui a lieu devant nous, mettons, je sais pas moi, je dis quelque chose qui a par rapport à l'escalade d'une montagne. Et bien, il lui arrivé en arrière-plan, en premier plan, je veux dire, et il va parler, il va dire quelque chose en rapport à ça, ou il va faire un lien avec un événement qui va arriver avec l'histoire, et pendant ce temps-là, on va les voir en arrière agir. Donc c'est vraiment spécial comme interaction, mais ça ajoute vraiment une dimension, comme je disais ça, la dimension qui crée vraiment cet univers-là qui est sombre, mais qui est très réfléchi, qui est très bien découpé, que l'intrigue, dès le premier épisode jusqu'au dernier, on est intrigué, on veut savoir ce qui se passe, et avec les twists à travers les épisodes et les saisons, on reste capté. C'est vraiment prenant. Pour revenir sur les 3 orphelins, ils sont joués par des acteurs qui n'avaient pas vraiment d'expérience à la base, surtout le bébé, parce que le 3e orphelin, c'est un bébé, c'est Prunille Baudelaire, qui est un bébé qui a la particularité d'avoir une mâchoire, si je peux dire, d'acier, parce que son habilité à elle, c'est qu'elle peut gruger pas mal n'importe quoi. Klaus, lui, c'est son intelligence, il va être capable de faire des recherches et comprendre bien des choses. Et, voyons, j'ai un blanc de seconde. Violette, la plus âgée des 3, elle, c'est parce qu'elle c'est qu'elle est bonne pour inventer des choses, pour créer des objets. Et donc les 3 ensemble vont pouvoir s'entraider pour éviter les pièges du comte Olaf. Et vraiment, ils sont très touchants, très intéressants et très brillants à voir à l'œuvre. Ils m'ont marqué du début à la fin. Et c'est très touchant, on veut en apprendre plus sur leurs histoires. Ils se complètent vraiment parfaitement bien, ce trio-là. Et on s'y attache, on a beaucoup de tristesse pour eux au début, mais à force d'avancer dans l'histoire, on a une certaine fierté pour ces personnages-là. C'est toujours à survivre et à se démêler des plans de plus en plus tordus d'un personnage vraiment méchant. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, la façon qu'ils se débrouillent. Avoir leur âge, je pense que j'aurais pas autant été créatif qu'eux. Et c'est vraiment marquant pour ça.
pour la série en tant que telle, ce qui est bien, c'est qu'à chaque 2 épisodes, comme je dis, c'est basé sur un roman. Et donc, on rentre dans un univers différent à chaque fois. Exemple, les premiers livres qu'on a pu voir aussi à travers les films. Il y a 2 épisodes qui vont se passer dans un petit village côtier. Ça va être très vraiment pêcheur, marin, tout ça. Après, il y a 2 épisodes qui vont se passer dans une usine à bois. Encore une fois, là, c'est côté salle, industriel, tout ça. Il y a 2 épisodes qui vont se passer aussi dans un manoir d'un savant qui est l'oncle, qui lui est intéressé aux reptiles, aux lézards et tout ça. Et là, encore une fois, l'ambiance est totalement différente. C'est plus exotique, plus tropical. Et c'est vraiment une force intéressante parce qu'il réussit à renouveler l'ambiance de la série à chaque fois qu'il travaille sur un livre. Et vraiment, ça nous permet de relancer l'intrigue et l'histoire et de rester capté. Puis à chaque fois, on voit quelque chose de différent. Les couleurs changent, l'ambiance, la musique. Même le conte Olaf qui va changer d'apparence à travers les histoires en se déguisant, comme j'ai mentionné. Et c'est vraiment brillant, ces transformations. Je vais mettre quelques images pour que vous voyez un peu ça a l'air de quoi. C'est ça, la série du début à la fin est vraiment prenante. Et je dirais que c'est vraiment à partir de la saison 2 que là, les enjeux s'élèvent plus. Parce que tout le long de la saison 1, c'est autour de la fortune des Baudelaire. Mais la saison 2 va mettre de l'avant d'autres enjeux. Entre autres, une autre famille d'orphelins. Aussi un sucrier. Qui va avoir une importance majeure jusqu'à la dernière épisode de la dernière saison. Un sucrier, c'est dans le fond un objet qu'on met du sucre dedans. Vraiment, ça en est de plus en plus tordu, de plus en plus complexe l'histoire. C'est le genre de série qu'on peut pas écouter d'un seul œil en étant distrait, mettons en faisant la vaisselle ou le ménage. C'est tellement d'éléments qui se passent simultanément à travers l'histoire. Comme je dis, il y a un narrateur qui interagit avec nous, qui nous fait des réflexions sur l'histoire. On a les personnages qui vivent leur histoire. Et de temps en temps, on a le point de vue du conte Olaf ou le conte des orphelins. Et ça alterne tout le temps. Et c'est vraiment particulier. Il y a d'autres personnages qui se greffent autour de l'histoire parce que aussi il y a le groupe, parce que le conte Olaf est un acteur, il y a un groupe d'acteurs avec lui qui le suivent et qui aussi vont l'aider à faire leur plan et eux aussi vont une évolution intéressante. On a des jumelles qui sont vieilles, on a un homme qui a pas de même, qui a des crochets à la place de ses mains, on a un homme assez grand, je pense que c'est une sorte de géant si je peux dire. On en a un qui ont doute de son orientation, d'un fond si c'est un homme ou une femme, ça a l'air assez c'est voulu pour ça. Et d'autres personnages vont se greffer autour, comme j'ai dit, à travers les épisodes. Autant de la famille des Baudelaire, comme je dis, il y a la tante, l'oncle, il va y avoir un autre oncle qu'on va voir plus loin, que lui, il vit dans un appartement dans une résidence riche, il va être intense sur la mode, avec sa femme qui est encore plus intense sur la mode, qui elle va aussi avoir une twist intéressante dans l'histoire, et qui est vraiment particulière. J'ai pas le nom de l'actrice, malheureusement, je l'ai pas pris en note, mais marquante elle aussi. Et il y a aussi un autre personnage qui est secondaire à travers l'histoire, mais on va le voir de temps en temps, et c'est lui qui va comme amplifier l'intrigue autour de l'organisation secrète qui est mis à travers la série, qui est le personnage de Bob, qui est une sorte d'espion qui va prendre plusieurs rôles aussi à travers la série, et qui va tenter de protéger et d'avertir les orphelins, mais il va toujours se faire empêcher d'une manière ou d'une autre par le conte Olaf, ou par divers problèmes à travers la série. Et vraiment, c'est à chaque fois, il nous donne un élément, et on est comme, oh, on va enfin le savoir, et non, la série nous fait toujours cet effet-là, que à chaque fois qu'on pense que les orphelins vont avoir une réponse à leurs questions, ils vont être sur le point de l'avoir et finalement le monde va avoir plus de questions que de réponses et ça va être brisqueur parce qu'on va être comme voyons, ils méritent de savoir, ils méritent d'avoir une fin heureuse. Pourtant ça se répète et ça se répète mais c'est bien mené et et à chaque fois ils trouvent toujours une manière et des fois c'est frustrant parce que dans la série, comme je disais, les adultes sont montés d'une façon un peu naïve parce qu'ils vont sans cesse juger les orphelins. Ils vont jamais comprendre jusqu'à toute fin qui est le comte Olaf. Et c'est frustrant parce qu'à un moment donné, il y a un épisode où qui se font juger pour avoir tué, pour avoir assassiné un des personnages dans l'histoire. Ben là, je vais spoiler parce que ça va se comprendre mieux, puis je vais le mentionner quand même. C'est le frère du narrateur qui joue par Nathan Fillion, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui a joué entre autres dans la série Castle et récemment dans la série The Rocky et Firefly aussi entre autres, qui est un excellent acteur que j'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup au narrateur, je pense que c'est voulu aussi dans ce cas-ci, qui s'est assassiné par le comte Olaf, et parce que
il y a des morts dans la série, mais ils sont cachés un peu. On voit pas de sang, on voit pas de violence en tant que tel. On voit des couteaux des fois. Le contrôleur va pas hésiter à montrer des armes, mais en tant que tel, on va pas le voir nécessairement blesser quelqu'un. Ça va être mis hors champ, parce que vu que c'est jeunesse, il faut que ce soit plus grand public. Et donc, ils vont se faire juger, comme je disais, les orphelins. Et tout va aller contre eux. Et pourtant, c'est stupide, mais les éléments sont vraiment à la limite... moi, à la place des adultes, je veux dire, je comprenais que c'est impossible que ce soit eux qui aient fait ça, mais en tout cas, la série est vraiment, elle montre à certains moments des frustrations, mais c'est tellement bien mené que tu vas continuer parce que tu veux espérer que jusqu'à la fin, que les orphelins peuvent avoir une belle fin. Tu peux pas croire que le narrateur, ce qu'il dit est vrai, que, voyons, c'est des orphelins, c'est des enfants, c'est une histoire jeunesse, ça doit bien finir. Et vraiment, la fin de la série, qui est dans la saison 3, écoute, elle m'a troublé. L'épisode amène tellement d'éléments, fait tellement une conclusion assez poignante. Les orphelins ont une fin qui est acceptable, mais qui laisse présager qu'il pourrait avoir une suite à ces histoires-là, même si pour l'heure actuelle, l'auteur, Daniel Handler, a créé d'autres œuvres autour, mais pas nécessairement de suite, mais plus des œuvres sur le narrateur qu'on suit du début à la fin, qui est Lemony Snicket, et d'autres personnages autour de l'histoire, mais rien vraiment sur la suite des événements, car même la fin de la série nous laisse un peu sur notre fin, dans la mesure qu'on n'a pas de réelle fin. On a une fin quand même belle, qui nous laisse réfléchir, mais je m'attendais pas nécessairement à une fin plus joyeuse ou plus triste, mais je m'attendais à ce qu'il y ait une fin qui soit surprenante, et elle est quand même, mais une vraie fin, si je peux dire, parce que ce qu'on voit, c'est une fin, mais c'est dur à décrire, vous allez le comprendre quand vous allez arriver là, mais c'est saisissant quand même comme fin, et le contrôlable jusqu'à la fin, il va être surprenant, et à toute fin, le contrôleur va faire quelque chose que je m'attendais pas, et ça va montrer que chaque personnage peut... comment je pourrais dire ça? Je veux pas révéler trop de l'intrigue, mais chaque personnage peut prouver l'impossible, si je peux dire. Je pense que c'est dans le sens que je dis. C'est vraiment surprenant. Et vraiment... Et j'ai bien aimé... comment je pourrais dire ça? J'essaie de chercher mes mots parce que je veux pas trop révéler l'intrigue, mais... Il y a une manière d'utiliser la grammaire dans la série, parce que plusieurs fois à travers la série, ils vont dire des mots, et c'est des mots qui sont pas nécessairement dans le français commun, et ils vont prendre le temps de les expliquer ou de les mettre en contexte, et j'aimais ce côté-là, parce que ça permettait d'une meilleure compréhension de l'histoire. Des fois, on écoute des séries qui sont assez complexes, et les éléments sont un peu durs à suivre, mais ici, c'est vraiment laisser prendre le temps de nous expliquer les choses, et je trouve ça agréable, car oui, je comprends la plupart des mots que j'entends dans la série, c'est pas tant compliqué, mais des fois, il y a quelques mots qui prennent la peine d'expliquer. Je trouve ça bien parce que ça permet une meilleure compréhension du moment de l'événement, et ça permet aussi, pendant qu'il explique, de reprendre notre souffle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, comme j'ai dit. Et donc, j'ai bien aimé ce côté-là. Je dirais par contre, c'est un côté, c'est une science-fiction, si je peux dire. Il y a un côté réaliste qui un peu limite. Il y a certains événements dans la série que tu dis, ouais, ok, c'est limite, c'est plausible, en mettant... Il faut faire appel un peu à l'imaginaire, parce que oui, ça veut une série réelle dans son contenu, mais il y a certains moments que il y a un côté fiction qui embarque, il y a un côté, ok, mais c'est limite possible, mais ça se prend très bien, là, c'est pas tant tiré par les cheveux, mais ça peut déranger un peu les gens qui vont du côté, quand c'est réel, c'est censé être réel, mais sinon, dans l'ensemble, la série est brillante, est marquante, c'est le genre de série que j'aimerais écouter plus tard. Et tellement qu'il y a d'éléments à travers la série, tellement d'intrigues bien ficelées à travers. Les personnages sont marquants, sont touchants, on veut les revoir. Même ceux qui sont peu présents, parce que comme je dis dans les premiers livres, les premiers épisodes, c'est reprenant les premiers livres qui reprennent entre autres le premier film. Donc on voit des personnages qu'on avait déjà vus mais qui sont retravaillés. Ils sont là peu de temps, mais ils sont marquants parce qu'ils ont tellement une personnalité, tellement un univers unique qu'on les oublie pas. Et tout le long de la série, je trouve ça vraiment bien construit. Je pense que c'est une belle adaptation. J'ai pas lu les romans, je tiens quand même à le préciser. Mais à ce que je sache, c'est quand même fidèle à l'œuvre. Pour les commentaires que j'ai vus, il y a toujours des différences, c'est sûr et certain. Et parce que j'en ai lu, c'est quand même assez fidèle. Même les dialogues sont quasiment mis mot par mot
pour entre autres le narrateur, qui est Lemony Snicket. Il reprend des mots, des monologues quasiment identiques, et même pour plusieurs personnages dont les orphelins, qu'à plusieurs reprises, les lignes vont être reprises exactement pareil. Je trouve ça vraiment bien. Pour finir, je pense sur ma critique, je fais quand même un parallèle intéressant. À savoir, est-ce que... Ben, c'est sûr que le film n'est pas nécessairement mieux que la série parce qu'elle ne couvre que le début, mais si je me fie à si je comparais la première saison au film, je dirais que le film s'en sort mieux. C'est sûr parce qu'il y a plus de temps, mais aussi dans sa structure. Outre le fait qu'on a Jim Carrey qui est imbattable dans son rôle du comte Olaf, le reste du film avait quand même quelques défauts. Il allait un peu vite, tourner les coins ronds. L'univers était quand même très bon, là, c'était prenant tout ça, mais on n'a pas le temps de savourer autant l'univers. Et il y avait quelques tourneurs qui étaient un peu limite acceptables. Ici c'est beaucoup mieux expliqué, c'est beaucoup mieux développé. Donc oui, ça vaut la peine de voir le film. Moi j'adore le film, je l'ai revu à plusieurs reprises. J'avais hâte de voir la suite de cette œuvre-là et j'ai pu la voir à travers cette série-là. Et ça vaut la peine de partir de la première saison dans la mesure que oui, ça reprend l'histoire qu'on a déjà vue, mais ça le retravaille, ça le permet de mieux développer. Et ça vaut vraiment le détour pour ça. Et surtout que la fin de la saison 1 offre de la nouvelle matière qui permet de donner le goût de continuer à travers la saison 2 et la saison 3. Donc pour tout ça, je vous invite vraiment à découvrir la série. Et vraiment, je voulais vous absolument en parler. J'aurais pu en parler plus tôt, mais j'avais d'autres œuvres à parler précédemment et donc je ne peux pas me le permettre. Et je me suis dit qu'avant de le reporter encore une fois de plus, et je me suis dit, il était temps d'en parler. Donc, d'où le fait que je suis là en ce moment pour vous en parler. Je pense que c'était important que je parle de cette série-là, qui est une des séries les plus importantes sur Netflix récemment, et même dans les dernières années. C'est sûr, il y a Stranger Things qui est dans le top, on a Black Mirror, on a Narcos, entre autres. Mais cette série-là, qui est un peu moins connue, je pense, du grand public, qui vaut vraiment la peine qu'on s'y attarde. Moi je la connaissais avant, mais beaucoup de personnes à qui j'en ai parlé ne connaissaient pas l'œuvre en tant que telle. Faut dire que le film était marquant, mais il a peut-être passé un peu sur le radar à l'époque. Mais vraiment ça vaut le détour. C'est quand même relativement court, c'est 3 saisons. Qui a un total je pense de... Je ne vais pas la travers mon chapeau, mais je pense que c'est une totale de... Je pense que c'est 25 épisodes. Ou 26 épisodes, un truc comme ça. C'est quand même assez court, mais ça se prend très bien. Il n'y a pas vraiment de longueur. Peut-être un peu au début dans la première saison, mais peut-être que c'est à cause de moi, vu que j'avais déjà vu un peu l'œuvre, donc tu sais, j'avais hâte que ça avance. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de longueur, ça se prend très bien. C'est très captivant, comme j'ai dit. Il faut absolument écouter cette série-là. C'est vraiment original, c'est sombre. Vous n'aurez pas peur en lisant cette série-là, vous ne sentirez pas... vous verrez pas de choses très sombres. C'est pas une série horreur. C'est une série jeunesse qui est relativement sombre, mais qu'il y a un certain humour. Donc ça vaut vraiment le détour pour la plupart du public. Je dirais que c'est écoutable. Je sais pas si un enfant l'apprécie autant qu'un adulte, mais ça vaut amplement le détour. Donc voilà, je vais en parler. Je finirai en disant une chose qui n'a pas rapport avec la vidéo. Vous avez sûrement remarqué, mon son est meilleur. C'est normal, j'ai enfin opté pour un meilleur micro. J'ai décidé d'aller avec le top du top. J'ai pris un micro qu'on m'avait recommandé, qui vaut relativement cher, qui est le Yeti Blue. Version noire qui m'a coûté quand même très cher, mais qui était temps, je crois. Quand c'est un des commentaires majeurs qu'on me disait à travers mes vidéos, c'est que le son était pas très bon. Donc j'espère que cette fois-ci, avec ce micro-là, le son va être bon. J'ai prévu d'ajouter un un snuffler, en tout cas. C'est un cercle qu'on met sur le micro qui permet de filtrer le son pour entre autres les postillons. J'avais pas le budget pour l'instant, mais je vais ajouter ça à mon micro. Et idéalement à la fin aussi, d'avoir une espèce de crochet qui va le maintenir dans les airs. Je trouve que ça va être mieux pour le son. Mais pour l'heure actuelle, je pense que ça fait quand même le travail. J'ai déjà fait des tests avec mon podcast avec des cinévores que je vous invite à aller voir. Le dernier épisode était sur Bird Box. Un film qui vaut quand même le détour. Donc je vous invite à aller l'écouter. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'essaie de faire quelque chose d'un peu différent. D'une structure un peu différente de mes autres critiques que je faisais de mes séries TV. Je crois que c'est bien. Je peux me tromper, mais j'essaie des choses et je pense que c'est bon. Donc voilà. C'est déjà tout. Écoutez, je vous invite à commenter, à liker, à partager mes vidéos, à vous abonner
à mon compte YouTube, mais aussi à ma page Facebook de Matt Bellec 2.0. Pour ce message, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, j'apprécie grandement. Et je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires, et ça me fait chaud au cœur, quand ça me permet de savoir si vous aimez ça, si je m'améliore. J'ai même quelques fans qui sont venus m'écrire sur Facebook, et je suis vraiment content pour ça. Et continuez comme ça, j'apprécie énormément. N'hésitez pas aussi à me proposer des séries, des films ou des BD que vous voulez que je commente, que je critique. Ça me ferait un plaisir fou. Aussi des jeux vidéo, j'en ai pas encore fait. Je prévois en faire prochainement. Donc n'hésitez pas à m'en parler. Donc voilà. Et je vous dis à une prochaine. Et ça va être probablement une chronique BD, ma prochaine vidéo. Quand je suis en train de finaliser mes lectures actuelles. Donc là-dessus, je vous dis à la prochaine.